Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une fausse porte. Il s'agit de la fausse porte de Neferu. On peut la voir actuellement au Metropolitan Art Museum. La fausse porte est datée de la première période intermédiaire, autour de la 8e et 11e dynastie, sans plus de précision. Un élément positif dans cette vidéo, c'est que la difficulté va être progressive. Je vais déjà commencer par présenter cette fausse porte, donc il n'y a pas besoin de maîtrise hiéroglyphique à ce stade-là. Et ensuite, on progressera sur les textes qui, et là c'est une chance, ont une progression en difficulté qui suit le texte. Le début sera simple et basique, et progressivement la difficulté va s'accentuer, avec à la fin quelques réelles difficultés pour comprendre le sens du texte. Donc cette fausse porte, elle est gravée, représentée sur une pierre. Elle est de taille relativement modeste, elle fait 1 mètre, 1 mètre 10 de haut. Certaines fausses portes sont réellement monumentales, et d'autres par contre sont toutes petites. On en a dans des musées qui font 50-60 cm. Ça dépend des époques et ça dépend des tombes dans lesquelles on les trouve. Alors si on regarde un croquis d'un mastaba par exemple, et en fait la stèle fausse porte, elle est ici, sur le mur ouest. Le mur ouest, c'est celui qui est en direction du soleil couchant, donc en direction du royaume des morts. Et l'entrée pour les vivants est de l'autre côté, sur le mur est, qui est la partie correspondant aux vivants. On s'aperçoit donc que la fausse porte ne donne en fait accès sur rien sur ce schéma. Elle n'est absolument pas en connexion avec le caveau, puisque le caveau en fait il se situe sous le mastaba. On a un puits funéraire qui a permis lors de l'enterrement de faire descendre le sarcophage, et on a ensuite installé ce sarcophage dans un caveau profondément sous le sol, avant de remplir le puits funéraire pour le combler. Donc le défunt à proprement parler n'a pas de contact avec le mastaba. C'est par l'intermédiaire de son cas qui est représenté par une statue à l'intérieur de ce qu'on appelle le serdab. C'est ce cas qui va prendre vie après la mort et voyager entre le monde des morts et le monde des vivants. Pour cela, il y a une petite ouverture dans le serdab qui permet au cas de circuler à l'intérieur de la chapelle. Il va récupérer les offrandes qui auront été déposées par les vivants dans la chapelle sur la table d'offrande. Et ensuite, le cas peut aller librement s'aventurer dans le monde en passant par la stèle fausse porte. Voilà l'imaginaire qu'il y a autour de cette stèle fausse porte. À l'image des grands temples funéraires royaux, la fausse porte prend l'image d'une façade de palais. On reconnaît un petit peu les éléments visuels d'une façade de palais et quelque part ça se rapproche pas mal d'un sérec. La porte est donc représentée ici. On va zoomer un peu. On reconnaît bien, grâce à ce trait, la séparation en 2 battants d'une porte. Et il y a même des éléments sur cette porte qui représentent la fermeture, le verrou. Ici, on a le hiéroglyphe S qui représente en fait un verrou. On en a un en haut dans ce sens-là et un en bas dans ce sens-là. Lorsqu'on voit de tels verrous, la première pensée qui me vient à l'esprit, c'est cette image dans la tombe de Toutankhamon où on a le sceau encore intact au moment où Howard Carter entre dans la tombe. Et en bas, ici, il y a la représentation visuelle de l'ouverture de cette porte. La porte est fermée, elle est même verrouillée. Néanmoins, le cas va pouvoir passer par cette porte, et pour représenter cette idée, on a cette ouverture-là sous cette porte qui évoque l'idée de sortir, l'idée de circulation. Et pour ces deux symboles, l'explication la plus courante que je retrouve le plus souvent, c'est l'idée en fait des 2 horizons, l'horizon occidental et l'horizon oriental, avec l'idée d'une renaissance de la mort vers la vie, comme le fait le cycle du soleil, en passant d'un horizon à l'autre chaque jour.
De part et d'autre de la porte, nous avons deux groupes de personnages. On peut s'interroger s'il s'agit des mêmes personnes ou pas. Alors les textes hiéroglyphiques vont nous informer qu'il s'agit bien d'une représentation deux fois du même couple, puisqu'il est écrit ici Hemet F Meretef, sa femme qu'il aime, Hedjebet, et on retrouve ici exactement la même information, Hemetef Meretef, sa femme qu'il aime, Hedjebet. Hedjebet étant donc le nom de sa femme. Donc nous avons ici Hedjebet qui est représenté les deux fois, ça nous est indiqué par les hiéroglyphes, et la personne qui l'accompagne, c'est donc nécessairement son mari, qui est représenté donc les deux fois de façon différente. Autant l'épouse est très ressemblante dans la perruque, dans le collier et dans la tenue, cela semble être identique, autant le personnage est représenté de façon totalement différente, peut-être à deux âges différents de sa vie. Ce qui est remarquable, c'est notamment la couleur de peau qui est différente, avec ici la couleur rouge ocre foncé, qui est la couleur classique de la représentation des hommes dans l'iconographie égyptienne, alors qu'ici nous avons un corps jaune, qui est la couleur de représentation normale des femmes, comme on l'a ici pour Hedjebet. Donc là, c'est une curiosité pour laquelle je n'ai pas vraiment d'explication. Une idée que j'aurais, mais que je ne peux appuyer sur des connaissances ou des faits, c'est qu'on aurait une représentation de Néferiou ici qui serait jeune homme et ici qui serait d'âge mûr. Mais j'ai pas grand-chose pour appuyer cette hypothèse. Et ensuite, au sommet, nous avons la représentation du défunt assis devant une table d'offrande. C'est une représentation assez classique où nous avons le défunt assis sur une chaise, devant une table d'offrande, sur laquelle est amassée une quantité phénoménale de biens, tous ceux dont il pourrait espérer pour vivre confortablement dans sa vie après la mort. On retrouve ici une cuisse de pâte avant de bœuf, la pâte avant droite, c'est la pâte répèche. Il s'agit d'un morceau de choix dans les offrandes et on a pas mal de représentations de boucherie en fait où on voit l'animal à qui on découpe vivant cette pâte. Ensuite, nous avons une tête de bovin, nous avons des volailles, il y a ici des viandes et des légumes, tout plein de bonnes choses pour une vie confortable. Néferiou est en train de porter à sa bouche, ou peut-être plutôt à son nez, un vase, qui est la représentation classique des vases de parfum ou d'huile. Donc il s'agit plutôt de respirer une odeur que de consommer une boisson. D'autant plus que l'autre élément ici, la fleur de lotus, a la même connotation. C'est l'idée de respirer du parfum et de bonnes odeurs. Bien que cette fausse porte date de la première période intermédiaire, on peut s'amuser à repérer des éléments parmi les critères de datation de Joyce Swinton. Alors, il s'agit de critères iconographiques pour dater les tombes de l'Ancien Empire. Donc là, ça va être totalement inutile, mais ce sont des éléments visuels intéressants à avoir en tête. En particulier, on a la perruque longue qui va jusqu'au niveau des épaules et qui dégage l'oreille. Ça, c'est un des critères de datation. On a le coulier houssert large qui descend bas jusqu'au niveau des aisselles. Le pagne court. La chaise, elle est représentée avec un dossier et un coussin. Ce coussin qui fait la totalité de la chaise. Ce n'est pas le cas de tous les coussins selon les époques de datation. Les pattes de lion. Au départ, dans les périodes plus anciennes, ce sont des pattes de bovin. Et là, on a bien clairement les pattes de lion sur un support. Intéressant également dans les critères de datation, ce sont ici les roseaux, où on voit très clairement qu'il s'agit de représentations de roseaux, alors qu'au tout début, dans les périodes anciennes, il s'agit en fait de pins sur la table d'offrande. Des pins au début qui sont assez petits et qui progressivement prennent de la hauteur. Et au bout d'un certain temps, ayant pris de la hauteur, ils commencent à changer dans leur représentation pour devenir des roseaux.
Donc là, on a une évolution temporelle très intéressante sur la représentation de ces roseaux ou de ces pins. Et là, je pense avoir fait à peu près le tour des critères de datation que j'ai de mémoire en tête. Voilà pour la présentation générale de la fausse porte. On va passer maintenant à l'étude des textes hiéroglyphiques. Nous avons au-dessus et en dessous de la scène d'offrande 2 lignes qui correspondent en fait à la formule d'offrande. Une formule extrêmement classique qui fait partie des premières choses qu'on apprend dans le langage hiéroglyphique. On va commencer par la ligne du haut. On retrouve ici en début de phrase le groupe classique, remarquable de la formule d'offrande. Très classique, très remarquable, mais pour autant pas forcément très bien connu, puisqu'il existe 3 ou 4 façons de la traduire. On n'en comprend pas trop le sens réel, parce que les signes semblent être vraiment mélangés, avec une antéposition honorifique pour le roi, le verbe qui se trouve un peu loin de son éventuel sujet. Du coup, et puis en plus, elle a changé avec le temps. En conséquence, il y a plusieurs théories sans qu'on ne puisse vraiment décider quel est le sens profond de ce début de formule d'offrande. Moi, je vais vous proposer d'y voir un di nisut hetep, puisse le roi donner une offrande ou un apaisement. Di nisut hetep, puisse le roi donner un apaisement, une offrande, à Osiris, ou Sire. Donc là, il s'agit du dieu Osiris, pas du défunt, puisque juste derrière, on nous précise Neb Djedou, seigneur de la ville d'Abydos. Et suit un autre élément de souhait, puisse le roi donner une offrande à Osiris, seigneur d'Abydos, et Peret Rerou, une offrande invocatoire. L'offrande invocatoire, c'est une offrande par la parole. Il ne s'agit pas d'apporter concrètement des offrandes aux défunts, des offrandes réelles, matériellement réelles. Il s'agit d'une parole magique qui va apporter au défunt sa substance dans le monde de l'au-delà. Alors pour le Peret Rerou, on ne sait jamais trop si la suite, il faut les lire, où on aurait le pain long et pain conique, et ici la bière. On ne sait pas si ce sont des déterminatifs qu'il ne faut pas prononcer, ou s'il s'agit réellement d'éléments à lire. Est-ce qu'il faut lire Peret Rerou N, ou est-ce qu'il faut lire Peret Rerou T, du pain, Heneket, de la bière? Là, il y a une certaine incertitude à ce niveau-là. Moi, j'ai une préférence pour les considérer comme des déterminatifs, puisque parfois, il peut y avoir répétition, c'est-à-dire que le pain qu'on a ici serait répété là, par exemple, même si ce ne sont pas vraiment des pains pareils. Mais surtout, la cruche de bière, on peut la retrouver plus loin dans le texte, et à ce moment-là, il y aurait répétition, on aurait offert déjà une première fois de la bière, et on la re-offrirait plus tard dans la liste des biens d'offrande. Donc comme ça paraît un peu curieux, je préfère y voir ici des déterminatifs. Peret Rerou N pour Imaru, le vénérable, le pensionné, le vénérable Nefer Iou. Donc là, c'est le nom de notre personnage, Neferiou, qui est un Imaru, un vénérable. Ça veut dire qu'il a passé l'épreuve de la pesée de l'âme et qu'il est devenu pensionné auprès des dieux, vénérable auprès des dieux. Souvent, aujourd'hui, les égyptologues n'essayent pas de traduire ce mot Imaru, ils disent Imaru, comme on dit le cas, sans essayer de traduire ce qu'il y a derrière cette notion. En dessous, on a la même formule, enfin, le même type de formulaire, mais qui est légèrement différent. On retrouve ici notre point de départ, Di Nisut Hetep, puisse le roi donner une offrande, un apaisement, mais cette fois-ci on change de dieu, c'est Inepu Anubis. Inepu Tepi Jouef, qui est sur sa montagne. C'est un épithète classique d'Anubis. Le suivant également, Imi Out, avec plusieurs traductions selon les époques, qui est dans les bandelettes. Out, c'est l'idée des bandelettes. Mais on trouve aussi l'idée de dire que c'est celui qui est dans la salle d'embaumement, là où on va mettre les bandelettes sur le mort. Cette deuxième traduction a ma préférence. On retrouve ensuite Peret Rerou,
éventuellement te, heneket, du pain et de la bière, n pour nefer, iou. Et enfin, plus difficilement lisible, au-dessus de la table d'offrande, qui fait la liste de ce que l'offrande invocatoire souhaite pour le défunt. Alors les hiéroglyphes sont un peu plus difficiles à lire. On trouve ici toute une série de ce signe-là, le signe Ra qui veut dire 1000. Donc en fait, on va lui souhaiter 1000 de plusieurs choses. Donc Ra Kebeu, 1000 libations. On reconnaît ici le vase, l'aiguillère avec de l'eau, enfin un liquide en tout cas qui en sort. Ra Heneket, du coup 1000 de bière, avec cette idée donc de la bière qui serait une répétition de l'offrande invocatoire. 1000 de quelque chose qui n'est pas très visible ici. Ça pourrait être la tête de bœuf, Ihe ou Ka. Donc Ra-Ka ou Ra-Ihe, 1000 pièces de bœuf. Ra-Gehes, on reconnaît ici la gazelle avec ses cornes. Ra-Ches, les vases de calcite. La vaisselle est un élément important. Ra-Menret, alors là c'est pour les vêtements, c'est les tissus de lin. Donc tout ça, ce sont les éléments vraiment basiques de la formule d'offrande. Parfois, il peut y en avoir plus. Et on termine en général toujours par Ra, Ret, Nebet, Neferet. 1000 de toutes choses parfaites. Comme ça, on fait un panier pourri de toutes les autres choses qu'on pourrait nous donner. Et on retrouve la même fin, En, Imaru, Neferiu, pour le vénérable Neferiu. Et voilà pour les formules d'offrande au-dessus de la porte. De part et d'autre de la porte, nous avons une autre série de textes. Elle s'intéresse plutôt au personnage pour le présenter, mais il s'agit de le présenter pour son culte après la mort, pour qu'on lui offre des offrandes, pour que les gens s'arrêtent dans sa chapelle, pour que les gens l'honorent. Donc en fait, il ne va pas vraiment nous parler de sa vie ou de qui il est, mais il va surtout nous dire que c'est quelqu'un de bien, de quelqu'un de bon, et qu'il faut donc vraiment l'honorer et l'approvisionner. Je pense qu'il faut partir de là, puisqu'on a un djed qui annonce le début des paroles du mort auprès des vivants qui visitent sa chapelle. Djed qui peut être traduit par disant, celui qui dit. On a eu Neferiu ici. Eh bien, Neferiu, il est en train de dire. Il parle. Djed. Donc, Iou, l'auxiliaire d'énonciation qui débute la proposition. Redi Ni, il manque ici le I du pronom suffixe masculin, mais c'est assez classique. Redi donné. N, c'est le N de la forme 7GMNF qui exprime l'accompli. Donc j'ai donné. Redi Ani, j'ai donné. T, du pain. N pour Hekeru, avec le déterminatif. Hekeru, c'est donc une personne. C'est celui qui a faim, l'affamé. Redi Eni Ta En Hekeru, j'ai donné du pain à celui qui avait faim, à l'affamé. Hebesu, donc Hebes, c'est les vêtements. Le ou doit sûrement être un ou du pluriel. Et ici, on a le déterminatif du vêtement et on a en effet la marque du pluriel. Donc là, il s'agit d'une deuxième chose qui est donnée. Le Rediani, il gouverne deux choses. Il gouverne le pain qui est donné et il gouverne les vêtements qui sont donnés. Hebesu, c'est original ici le pluriel qui est coupé en deux parties par la bande de tissu ici. N pour Heai, déterminatif du vêtement, déterminatif de la personne. Heai, c'est celui qui n'a pas de vêtements, celui qui est nu, l'indigent. Et des vêtements à celui qui est nu. Iu, deuxième proposition. Iu ja, et ici le déterminatif du bateau. Donc ja avec un bateau, ça veut dire naviguer, conduire en navigation, transporter en navigation toujours.
On retrouve ici le N de la forme 7GMNF du parfait et l'absence du sujet I avec le pronom suffixe qui est donc omis comme très souvent dans le discours de la première personne. Donc Iu ja ni, j'ai transporté en bateau. Iu avec déterminatif d'une personne. Iu c'est la personne qui n'a pas de bateau. Il y a un mot en hiéroglyphe pour dire ça. Des fois, il est représenté avec le déterminatif du bateau, donc c'est bien quelqu'un qui n'a pas de bateau, c'est pas juste quelqu'un qui n'a rien, c'est spécifique. On imagine bien l'importance du bateau dans la civilisation égyptienne. On a donc j'ai transporté en bateau celui qui n'en avait pas. M dans Méchénette. Alors Méchénette, c'est un type de bateau qui correspond plutôt à l'idée du bac normalement. Et après, on a un Jess. Donc Jess, ça fait les moi-même, toi-même, lui-même. Jessie, Jessec, Jessf. Donc là, à nouveau, il nous manque le petit i du pronom suffixe. Donc Jessie, moi-même, ça veut dire qu'il était lui-même dans le bateau. C'est pas quelqu'un qui travaillait pour lui, qui a transporté la personne. Et peut-être qu'ici, on peut mettre un autre pronom suffixe. Méchénetti, Jessie. Dans mon bac, moi-même. Iou, on ouvre une nouvelle proposition. Apparemment, on est toujours encore dans la même logique. Diani, j'ai donné ret. Alors c'est vague, des choses, des biens, des propriétés. N pour re, ren, qu'est-ce qu'il y a derrière? Après, on a la préposition mi, donc ça s'arrête là. Donc là, on va avoir re, reni. Donc une forme verbale qu'il va falloir en fait substantiver, parce que là, il a donné pour quelqu'un le verbe rare, apprendre à connaître, connaître. Et ici, le N de la forme 7GMNF pour faire rereni, je connais. Et comme on est derrière une préposition et que derrière une proposition, il faut une forme substantive, le rereni va devenir quelqu'un que je connais, un que je connais. Rare fait partie de quelques mots qui changent un peu de sens entre l'inaccompli et l'accompli. À l'inaccompli, rare veut dire apprendre à connaître. Et à l'accompli, une fois que j'ai appris à connaître, je sais. Et en fait, on traduit très souvent l'accompli de rare par un inaccompli, en fait, en disant je sais. Donc si on voulait être puriste, il faudrait dire ici un que j'ai appris à connaître pour respecter l'accompli. Et on poursuit donc avec un mi, comme, et là rem, c'est le contraire en fait de rare. Rem c'est ne pas connaître, ignorer. Et donc on retrouve ici remeni, à nouveau substantivé puisqu'il est derrière une préposition, comme un que je ne connais pas, comme un inconnu. Donc en fait ce qu'on nous dit là, c'est j'ai donné des biens à celui que je connais, tout comme à celui que je ne connaissais pas. Mi remeni. Et on termine ici enfin par les titres de notre personnage. Donc on retrouve ici le retemti biti. Alors là il y a l'idée du sceau. Donc porteur de sceau, on dit aussi chancelier du roi de Basse-Égypte. Alors le titre est toujours lié au roi de Basse-Égypte. Il n'y a pas de retemti ni sout. C'est toujours retemti biti, à ma connaissance en tout cas. Il est également Semer, ami, Ouaet, unique. Ça veut dire qu'il a une position très privilégiée auprès du roi, même si les titres de Semer Ouinti vont petit à petit s'agrandir et que beaucoup de gens vont devenir des Semer Ouinti, à tel point qu'il faudra parfois préciser réellement main. Et on a la fin qu'on a déjà vue, Imaru Neferiu. De l'autre côté, c'est ce qu'on appelle l'appel au vivant. C'est ce que veut dire le début. I, o, anru, les vivants. O, vous les vivants. Donc là, clairement, la stèle s'adresse aux visiteurs de la chapelle
et elle s'adresse directement à lui pour bien qu'elle fasse une offrande à ce personnage qui a été tellement bon sur Terre qu'il mérite une vie après la mort des plus délicieuses. Donc andre ou déterminatif de la personne, déterminatif du pluriel. Ô vous les vivants, tepita au pluriel, donc plutôt tepiuta, et tout ça en fait représente un substantif puisque on a un déterminatif 1-1 ici. Donc ça ne veut pas dire les vivants qui sont sur la Terre, ça veut dire ô vous les vivants, virgule, ceux qui sont sur Terre. Sinon, il n'y aurait pas ce personnage 1 dans ma compréhension s'il voulait dire ô vous les vivants qui êtes sur Terre. On aurait un tepi ou ta, et ça s'arrêterait là, sans qu'on ait un déterminatif de personne. Donc moi je lis ô vivants, virgule, vous qui êtes sur Terre, ceux qui sont sur Terre, mereru. Donc là on a réduplication de meri et me, qui veut dire qu'on est dans une forme imperfective. Vous qui aimez durablement, andre la vie. Donc voilà pour l'appel. Ô vivants, ceux qui sont sur Terre, vous qui aimez la vie. Et à nouveau, il va nous dire qu'il a fait des choses de bien. Iou, on retrouve l'auxiliaire d'énonciation. Sem, alors ça c'est un mot qu'il a fallu que j'aille chercher dans le dictionnaire avec un déterminatif que je ne connais pas. Ça ressemble à un élément végétal sans que je ne puisse réellement l'identifier. Dans les dictionnaires, sem veut dire secourir, aider. Peut-être qu'il peut y avoir une idée de nourriture. Iu semeni, toujours ce petit i qui manque. J'ai secouru un aou, les grands, les puissants. Là, c'est un petit élément curieux, parce que d'habitude, on dit plutôt qu'on a aidé les pauvres et les indigents. R, face à, il y a une idée d'opposition, hein, avec R. Renepet, l'année, net, génitif indirect féminin, qui s'accorde avec renepet. R, renepet, net, retem, reres. Alors ce mot reres, on ne le trouve pas dans tous les dictionnaires. Je ne l'ai trouvé que dans le Hanig et dans l'année lexicographique. Alors je me demande si c'est un apax ou pas, un mot qui serait présent uniquement dans ce texte. Je ne sais pas s'il y a d'autres précisions, d'autant plus que la traduction n'est pas claire, elle est douteuse. On propose l'idée du sac, avec peut-être l'aide de ce déterminatif. Et retem qui veut dire fermer, serrer, sceller. Donc on aurait ici l'année de fermer le sac. Après, il faut réussir à comprendre quelque chose avec ça. Et l'interprétation qui est faite dans les dictionnaires, c'est de dire que c'est l'idée de se serrer la ceinture. On est dans la première période intermédiaire. Il y a donc eu une période économique difficile, il y a eu des périodes de famine et de disette, et ça pourrait évoquer cette période de grande difficulté où il a fallu aider à faire survivre l'économie. Il a fallu donc aider les grands, car ce sont eux qui assurent la stabilité et la prospérité dans le pays. Bon, là, on est un peu dans l'hypothèse de traduction avec les données qu'on a. Mais on a quand même cette chose de j'ai secouru les grands face à l'année 2. Donc tout ça, on est à peu près bon sur la traduction, il n'y a pas trop de doute. Et là, l'année 2, fermer le sac, sceller le sac. Reres, il y a un mot reres qui veut dire abattre des animaux. Mais alors là, on sera encore plus difficile pour comprendre un sens. L'année de sceller l'abattage, ou de mettre fin à l'abattage, mais mettre fin, c'est un peu loin pour Retem. Bon, on va rester dans l'idée de pour faire face à des années difficiles où il a fallu se serrer la ceinture. Iu, nouvelle proposition. Iu ireni, toujours ce petit i qui manque. J'ai fait. Ur em repêche. Ici, on a la patte avant, là, repêche. Donc, j'ai fait beaucoup avec ma puissance. Peut-être qu'on a un m repêche i d'ailleurs. Alors, j'ai agi avec beaucoup de puissance. R men m chieredou. Alors, chieredou, normalement, on connaît bien, c'est un mot courant, ce qui veut dire les enfants.
Donc là, il parle de ses enfants. Dans le dictionnaire, men suivi de m, ça veut dire vivre avec, demeurer avec. Et donc, on aurait ici la proposition R qui voudrait dire le but. Donc, j'ai agi avec beaucoup d'énergie pour demeurer auprès de mes enfants. Peut-être toujours cette idée de temps difficile, de la première période intermédiaire qui a nécessité beaucoup d'efforts pour rester une famille unie dans des temps troublés. In, iac, et ensuite un verbe et un N ici qu'on devine. On va avoir ici la forme in plus participe, qui veut dire c'est un tel qui a fait cela. Donc in iac, c'est Iac. Iac serait une divinité locale. Alors Irène, N, ça peut pas être du coup une forme 7GMNF, parce que dans les participes, ça n'existe pas. Le participe accompli se construit sans le N. Donc il faut ici voir sûrement un datif. Ir, N, I. Iac a fait pour moi cette, cela. C'est Iac qui a fait pour moi cela. Et cela, c'est quoi? Eh ben, c'est la suite. C'est un I, me grandir, m'élever. R, un ou. Alors on pourrait se dire c'est grandir auprès des grands, mais il y a de grandes chances en fait que ce soit le comparatif qui m'a grandi plus que les grands. R, plus que, à nouveau comparatif. Et alors là, on commence à lire de plus en plus difficilement. Je pense qu'ici, c'est une personne debout, et les jambes seraient là. Avec ici un bras, on voit un début de bâton, et on pourrait ici voir un début de sac dans la main arrière. Donc ce serait le personnage debout avec le bâton et le petit sac, qui veut dire le notable, serre. Et déterminatif de la personne assise, ici on voit un pluriel. On peut se demander après s'il n'y a pas des petits hiéroglyphes qui nous manquent. Donc R, un ou plus que les grands, R, c'est roux, plus que les notables. Et pour la fin, ça devient un peu juste. Là, on peut penser que c'est un N. On voit ici le niout. Un poussin de caille ici, un ou. Je ne saurais pas trop quoi en faire, à part considérer que ça doit être le ou de niout. Le N me gêne un peu. Il y a peut-être un lien avec une lacune d'avant. Est-ce que c'est un génitif? Les grands de la ville? Pourquoi pas? Est-ce que c'est pour la ville? C'est pas impossible non plus. Mais là, il peut nous manquer un ou deux hiéroglyphes. Donc je vais faire sans le N. Donc niout, la ville. R, djer, S, dans son entièreté, entièrement. Ça, c'est une expression qui veut dire entièrement. R, djer, S. Le S, c'est le pronom suffixe féminin qui s'accorde avec niout. Et là, on a meter, avec ici les deux doigts. Et R, et, meteret. Meter, ça veut dire être témoin. Le méteret peut faire penser que ça s'accorde avec niout aussi, donc ce serait la ville qui serait témoin, on aurait un participe, la ville qui a été témoin, qui est témoin. Et là, on a un dernier petit poussin de caille. A priori, il ne doit pas manquer quelque chose ici, ou alors c'est tout petit, parce qu'on est vraiment sur la ligne du bas. Ça pourrait être un oui, un peu mal placé par contre, dans le sens de lecture. Donc, méteret, oui, qui a été mon témoin. Et donc on a une fin de texte qui dit quelque chose dans le genre « La ville tout entière qui a été mon témoin ». Ça peut peut-être vouloir dire « La ville tout entière qui m'a vu grandir ». Le mot « meter » veut dire témoigner, mais le mot « meter » veut aussi dire reconnaître. Donc peut-être que lorsqu'on dit la ville qui a été témoin de moi », eh ben, ça veut pouvoir dire la ville qui m'a vu grandir, qui m'a vu vivre, dans laquelle j'ai évolué. Et après, il faudrait essayer de trouver du sens. Alors, on aurait un sens assez plausible qui serait de dire c'est Iac qui m'a grandi plus que les grands, plus que les notables de la ville tout entière qui a connu mon existence. Là, on est quand même dans de l'hypothèse.
Eh bien voilà ce que je pouvais vous dire pour cette magnifique stèle fausse porte, intéressante dans son iconographie, dans ses couleurs, mais finalement aussi dans le contenu de son texte, avec des formules basiques et simples, et pourtant quelques complexités sur la fin avec des incertitudes de traduction finalement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et probablement à bientôt. Au plaisir.